Nous allons passer maintenant aux questions. Donc Laurence, qui est notre conseillère déléguée, qui était notre conseillère déléguée à la communication, à la concertation, a un micro. Donc si vous voulez poser vos questions. Bonsoir, monsieur. Votre adversaire dit que dans ce qu'il a négocié autour d'un champ, Oui. la ville recevait 8,4 millions d'euros, plus 3 millions en nature, rétrocession d'équipements publics. Oui. Il vous reproche, tout en disant bien que les 8 millions 4 sont bien obtenus par la ville, mais il vous reproche que les 3 millions d'équipements publics sont sacrifiés. Or, si j'ai bien compris, ou j'ai peut-être mal compris, Oui. vous avez 5,3 millions d'euros d'équipements publics, en plus des 8,4. Alors, j'aimerais avoir l'explication. Alors, on va demander à Anne-Laure, qui a en fait aussi travaillé sur le dossier depuis l'origine. Alors, j'ai déjà sur notre site, enfin je vais réexpliquer évidemment. Sur le site internet, j'ai fait quand même un topo de 3 pages d'explications. Si vous avez la patience de les lire, vous les lire. Ils sont disponibles aussi. Et j'en ai fait des copies, si vous voulez, je vous en donne. Vous en donnerez une, évidemment. Alors, effectivement, dans le tract de nos opposants, il est bien dit 8,4 millions pour la vente des terrains. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas, et elle sera perçue en 2015, puisque nous avons débloqué, début 2015, oui, débloqué le projet. Par contre, en plus de cette somme-là, il était prévu que les promoteurs payent également 7,7 millions d'euros d'équipement public et pas 3 millions. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Je ne sais pas d'où il vient. Dans tous les documents... Oui, non mais là d'accord, mais tous les documents qui ont été signés par M. Van Hombeek à l'époque, convention d'équipement public, le PUB, la convention PUB, projet européen partenarial, que ce soit les documents qui ont été envoyés au service des domaines, France Domaine pour l'évaluation des terrains et la réponse de l'État là-dessus font bien figurer ces deux éléments-là. D'accord? Donc c'était 8,4 millions plus 7,7 à la charge des promoteurs. D'accord? Nous, à partir du moment où les promoteurs viennent nous voir, et c'était prévisible, c'est ce qu'on avait dit dans le fameux tract urbain, on ne va pas revenir là-dessus, il a bien fallu, pour ne pas que le projet soit abandonné, que l'on retravaille, enfin en tout cas, il y avait plusieurs solutions, on aurait pu tout simplement dire, allez, on abandonne le projet. Bon, on s'est dit, c'est absolument irresponsable de faire ça, puisqu'il nous faut impérativement cette recette dans le budget de la ville, sinon il faudrait réemprunter ou augmenter les impôts. Voilà, des pinceaux importants. Alors il y avait une autre solution que je crois nos opposants plus ou moins suggèrent dans leur tract, c'était de relancer un appel d'offres, parce que c'est quand même inadmissible de négocier avec des promoteurs. Alors relancer un appel d'offres, quand vous savez que ce projet-là a mis 4 ans à être monté, je vous laisse deviner que si on laisse tomber ce projet-là, on recommence un appel d'offres et donc un nouveau projet. Et on redémarre à minima pour 2 ou 3 ans d'études, sans avoir aucune sécurité du prix final que les nouveaux partenaires, promoteurs, pourraient donner à la ville. Et de surcroît, une opération dite entre guillemets plantée aux yeux des professionnels de l'immobilier, ils viennent voir en disant en plus la société Vinci se serait plantée, c'est quand même un des opérateurs les plus importants en France, vous le savez. À la suite, d'autres promoteurs se présentent et qu'est-ce qu'ils voient? Un projet planté et donc offre un prix à la ville bien moindre. Donc nous avons pensé avec Pierre-François que ce n'était pas opportun de soit abandonner, soit refaire un nouvel appel d'offres. Mais on y a pensé. Donc on s'est dit, il vaut mieux travailler avec l'équipe en place, qui sont des gens sérieux, reconnus, qui avaient à l'époque été sélectionnés aussi pour ces critères-là, bien évidemment, et travailler sur l'économie à trouver au projet sur ces 7,7 millions, qui étaient donc à la charge des promoteurs. Eux demandaient une réduction de 3 millions d'euros. Au départ, sur le prix du terrain, c'était plus simple, parce qu'ils auraient préféré construire le parking public. Parce que, comme vous le savez, Vinci, c'est aussi leur métier de construire des parkings. Pas que des logements, mais des parkings, ils savent aussi très bien faire. Donc quand on leur a dit non, nous, il faut effectivement travailler sur l'économie générale du projet, effectivement,
on va le faire, mais ça ne sera pas sur la recette de la ville, sur les 8,4 millions. Ça sera par contre sur les 7,7 millions d'équipements publics. Qu'est-ce qu'on peut faire comme économie? Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a trouvé judicieux de supprimer cet équipement public qui était le parking public de 91 places en sous-sol, qui coûtait quasiment 2 millions d'euros, enfin 1,8 million d'euros approximativement, puisqu'il était rendu inutile vu que les commerces passaient de 1700 m² à 8 à 900 m², et que ce parking était dédié aux utilisateurs des commerces. Donc tout de suite, on faisait une économie d'1,8 million. Après, on a continué à faire cette recherche d'économie sur les réseaux d'assainissement, je vous en ai parlé, auprès de la CEVESC. On a trouvé, la CEVESC a conçu son réseau d'assainissement de manière plus opérationnelle, plus rationnelle, et là-dessus, il y a eu des économies quasiment de 600 000 euros. Et on arrivait donc à une économie de 2,4 millions. Donc vous faites 7,7 millions initial moins 2,4 millions d'économies égale 5,3 millions d'équipements publics. Donc c'est ce qui sera fait. Et c'est ce qui a été signé comme accord au mois de novembre dernier, à nouveau avec les partenaires. Promesse de vente, nouvelle convention d'équipement public. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que les 800 m² de surface commerciale correspondent à peu près à ce qu'on a au niveau des clos. Donc après, on comprend aisément dans la conjoncture économique actuelle que le promoteur des commerces est demandé de ne réaliser que la moitié. Il y a quand même un gros problème, on a parlé de la côté, vous avez... parce que le but, l'intérêt de faire beaucoup de commerce là-bas, c'était d'attirer des gens qui viennent autour. Et malheureusement, on voit qu'actuellement, les centres commerciaux, il y en a de plus en plus dans la région, et que leur santé n'est pas forcément florissante. Donc c'est en fait le promoteur commercial qui a demandé de lui-même, c'est qu'il a dit, moi je ne peux pas faire face à une surface aussi importante. Voilà. Et ça, il a annoncé en décembre 2013. Donc c'est parfaitement connu, c'est la précédente municipalité. Qui va utiliser le parking paysager? Alors, le parking paysager, effectivement, il compense en partie les 60... Enfin, en fait, on supprime 91 places en sous-sol, donc, mais on veut compenser... Alors, il y a une trentaine de places qui sont prévues sur la place commerciale, d'accord? Et pour compléter quand même un petit peu la suppression des 91 places, on recrée entre 25 et 30 places sur un parking paysager, vous voyez, à la place de la crèche qui a été déplacée. Voilà. Et qui va les utiliser? Eh bien, écoutez, sans doute les visiteurs qui viendront rendre visite aux habitants de ce quartier. Venant à l'immeuble, au dernier immeuble, les gens viendront se garer là. La totalité des habitants vont avoir leur parking, 2 places par logement en sous-sol. Le parking est quoi pour les plus grands appartements? Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. 2 parkings pour un studio. Écoutez, ça c'est parti. À partir du moment où c'est un éco-quartier, c'était quelque chose une contrainte qu'on avait fixée dès le départ, une norme pour être certain qu'il n'y ait absolument pas de véhicules en dehors de la place publique, enfin la place centrale. Mais maintenant, on a un parking extérieur. Il y a un petit parking de 25 places d'appoint à la place d'une partie de la crèche, de l'ancienne. Qui sert aussi pour la crèche. Voilà, et qui peut aussi servir pour éventuellement de soupape pour voilà, les visiteurs aussi, et les utilisateurs des commerces. Oui. Ah. Monsieur. Bonsoir. Une question sur l'urbanisme. Oui. Par rapport au parking de la gare. Je Oui. vois dans un journal qu'il y avait un problème de paiement. Ah, le parking de la gare. Oui. Alors, bon, on peut en parler maintenant. On avait envisagé d'en parler la prochaine année, mais on va en parler. Alors, le parking de la gare, effectivement, on a vu que ce parking commence à devenir effectivement insuffisant, il est plein. Et il faut anticiper, puisque avec le développement des projets des pleins champs, et puis éventuellement par la suite l'hiver, on va avoir besoin de stationnement. Donc ce parking, en fait, je pense que l'affaire à laquelle vous faites allusion, c'est l'histoire de la location du parking. Alors ça, c'est une affaire
quand on est arrivé à la municipalité, on s'est aperçu que, en fait, il y avait un certain nombre de recommandés qui étaient restés sans attente, et que le parking de la gare, en fait, le loyer n'avait pas été payé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le parking de la gare, la propriété a été transférée de la SNCF à RFF, puisque un certain nombre d'actifs de la SNCF sont passés à RFF, et que RFF réclamait depuis 2010 le paiement du loyer. Donc, quand on était arrivé, on a eu un petit stress en se disant, ben voilà, ça fait 4 ans que le loyer n'a pas été payé, on n'est pas dans une situation extrêmement confortable, donc on a régularisé la situation, donc on était obligé d'aller voir le directeur RFF Région d'Île-de-France, et puis de lui demander de bien vouloir être gentil avec Lucienne, de ne pas nous appliquer des pénalités de retard, parce que depuis que ça faisait donc 4 ans que le parking était passé de la propriété de la SNCF à la propriété RFF, et que RFF réclamait son dû, et avait donc, en toute logique, présenté un nouveau contrat d'occupation, et que les prix n'étaient pas les mêmes. Donc ce dont j'avais peur, c'est qu'on soit obligé de payer avec les pénalités de retard sur le nouveau tarif que demandait RFF depuis 4 ans. Donc on a régularisé la situation, et puis sans pénalité. Et donc à partir du 1er janvier 2015, nous avons un nouveau contrat d'occupation payé avec le bon propriétaire. Alors, donc, en delà du fait que ça régularise une situation qui effectivement était quand même assez dangereuse et qui avait été laissée un peu à l'abandon pendant 4 ans, ça nous a permis de commencer à faire des travaux sur ce parking. Et on avait déjà lancé, juste en décembre, la mise en place de 14 places de parking supplémentaires sur le parking de la gare, qui seront mises en place au fond du parking. Et puis, on s'était également posé la question de savoir si on pouvait faire un tarif différentiel sur le parking. Je vous rappelle que dans la précédente campagne, il y a 1 an, on avait parlé de ça, un tarif plus élevé pour les extérieurs de Lucienne et pratiquement dérisoire pour les Luciennois. Donc, on va dire un tarif résidentiel. Alors, ce qui nous a amené, si vous voulez, à faire une étude aussi, à savoir est-ce que c'est intéressant de faire ça. Donc c'est encore à l'étude, on a fait une étude de fréquentation du parking. Vous avez peut-être vu il y a quelques mois des personnes qui vous demandaient d'où vous venez quand vous allez stationner dans le parking. Et on s'est aperçu qu'il y avait 20% de personnes qui stationnaient dans le parking de Lucienne sans habiter à Lucienne. Donc on était actuellement en train de se poser la question. Si on faisait donc ce stationnant différentiel, à savoir Luciennois, non Luciennois, avec pratiquement pas cher pour les Luciennois et plus cher pour les extérieurs, tout en sachant que si on procède de cette façon, l'allocation du parking, c'est tout à fait possible, contrairement à ce qui nous avait été dit, mais ça coûte plus cher. Donc actuellement, il faut faire l'étude et il faut donc anticiper l'avenir, c'est-à-dire quand le terrain des pleins champs sera loti, quand les gens iront à la gare de Lucienne, il faudra à ce moment-là, il faut se réserver la possibilité de cette mesure pour dégager des places de stationnement. Voilà, donc, mais surtout ce qu'on fait dans un premier temps, vous avez pu quand même le constater, c'est qu'en ville, on a quand même créé aussi 6 places de stationnement à côté de l'église pour les commerces du centre-ville. Le stationnement, c'est quand même un problème important. Et là, le parking de la gare, si on peut déjà dégager très simplement, ça ne coûtera pas cher, 14 places supplémentaires, je pense que vous serez tous contents de pouvoir vous y stationner. Alors ça paraît peu, mais il y a 110 places au parking de la gare, ça fait plus de 10%. Alors, je pense que vous avez vu l'histoire du règlement, c'était dans le journal Les Nouvelles de Versailles il y a 1 mois, je crois. Voilà. Merci, monsieur. Alors, les constructions des logements sociaux. Les logements sociaux, vous connaissez la loi SRU qui nous oblige à faire 25%, donc, qui nous laisse le temps de notre parc de logement en logement social.
On a, parallèlement à cette loi SRU, des obligations qui sont ce qu'on appelle des obligations triennales, qui sont un certain nombre de logements que l'on doit réaliser sur une période de 3 ans. Actuellement, on entame une nouvelle période et on aura 87 logements à faire en logement social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lucienne, nous avons à peu près 12,5% de logements sociaux et que nous sommes, donc, on va dire, carencés, au terme aux yeux de l'État, et que nous avons déjà, dans le plan triennal précédent, les logements n'ont pas été faits. Pourquoi ils n'ont pas été faits? C'est parce que les pleins champs étaient bloqués et qu'il y avait une grosse partie des logements sociaux qui étaient prévus, partie qui était prévue sur le plein champ. Parce que maintenant, vous savez qu'on ne fait pas que du social, mais on fait du mix. Et que donc, on a aussi, cela dit, la nécessité aussi de faire cette opération, c'est que ça nous permet d'éviter des amendes qui sont quand même assez conséquentes. Il faut savoir que si on ne remplit pas nos obligations, eh bien, on a 2 sanctions qui sont potentielles. C'est d'une part une amende là qui s'annonce être, pour la ville de Lucienne, autour de 700 000 €, et que si on persiste, l'amende est doublée. Alors, vous voyez ce que ça peut donner pour le budget. Deuxième élément, et c'est ce qui s'est passé dans les années précédentes, c'est que malheureusement, si on ne fait pas le quota, c'est l'État qui prend le dessus. C'est-à-dire, je vous explique, le préfet dit, bon ben très bien, monsieur le maire, vous avez perdu votre droit de préemption. Le droit de préemption, c'est que quand il y a une vente dans la ville, la mairie peut préempter, c'est-à-dire prendre le terrain. Ce qui se passe là, c'est que si on ne fait pas de logements sociaux, le préfet fait un constat de carence et dit, ben voilà, c'est moi qui décide. Donc, si vous voulez vendre, par exemple, votre propriété, vous avez une propriété de 3 000, 4 000 m², voire 2 000 m², le préfet dit, bah, tiens, ça m'intéresse de faire du logement social ici. Il va implanter une unité, enfin un immeuble de logements sociaux. Et le gros problème, c'est pas que ce soit forcément des logements sociaux, c'est que le problème, c'est que vous n'avez plus le choix de savoir vous implanter ces logements sociaux. Et plus généralement, des logements, puisque ce sont en général du mix. Donc, on est contraint par cette loi PCR. Alors, pour ce qui est du logement social, on a donc dans le plan triennal qui vient 87 logements à faire. Actuellement, il y avait un certain nombre de zones qui avaient été retenues. Nous sommes en train actuellement, nous étions, je devrais parler au passé, vous savez qu'on a créé les comités de quartier. Les comités de quartier, c'est pour discuter avec vous, c'est pour revenir vers le Luciennois. Et je pense que dans le cadre de l'implantation de ces logements sociaux, de ces logements tout court, il faut impérativement discuter pour éviter qu'il y ait des implantations qui soient inappropriées. Donc actuellement, nous étions en train de revenir sur toutes les orientations d'aménagement. Nous avons vu d'ailleurs avant, c'était en décembre, hein, nous avons rencontré notre cabinet d'urbanisme pour justement définir notre politique dans ce domaine-là et voir les implantations potentielles qui ne sont pas forcément celles qui existaient et ensuite revenir vers les riverains, vers les comités de quartier pour leur dire voilà ce qu'on compte faire, comment on peut arranger les choses. Donc c'est véritablement avec une méthode de concertation. Donc ne pas se retrouver effectivement avec des recours ou autres qui font que ça bloque complètement le système. C'est avec les Luciennois qu'il faut travailler. Alors, les logements, alors évidemment, je reviendrai un peu sur ce tract qu'on avait distribué, parce qu'on en avait parlé. Sur ce tract, on avait mis les implantations qui figuraient dans le PLU. Donc il n'y avait pas de mensonge, c'est ces orientations qui avaient été retenues dans le PLU initial. On avait simplement dit ce que permet le PLU. Ces orientations étaient donc des orientations d'aménagement, comme sur un certain nombre de terrains. Nous, on a donc révisé le PLU. Cette procédure de révision permet de remettre ça à plat et de revenir sur les implantations, et on va le faire ensemble. On ne va pas le faire de notre côté. C'est simplement, je pense, notre méthode qui diffère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les équilibres financiers que vous avez cordialement exposés tout à l'heure. Je remarque qu'une grande part des ressources revient des cessions. Oui. D'autre part, vous préconisez qu'une partie de ces cessions permettent de rembourser la dette. Ce qui paraît tout à fait intéressant. Dans la mesure où la dette en question est une dette d'investissement, parce que
avec des cessions, on finance des investissements en général plutôt que des frais de fonctionnement. Ça, c'est une remarque. Et la deuxième remarque... On n'a pas le droit avec les cessions de financer directement, de financer effectivement du fonctionnement. C'est interdit. Ouais, il y a toujours des moyens détournés de le faire. On n'a rien entendu. On va redonner la technique. De toute façon, c'est pas très sain. Hein. Commencez à vendre la maison pour pouvoir vous nourrir. On commence là. C'est pas ça du tout, mais ça se pratique quelque part. Par contre, oui, ce que je voulais dire surtout, enfin, vous poser comme question, c'est si on continue à utiliser les cessions comme moyen de financement du développement des investissements de communes, est-ce qu'il reste des bijoux de famille dans la commune pour financer des développements? Alors c'est vrai que c'est une politique dangereuse, et vous parlez de bijoux de famille, c'était un terme qu'on avait utilisé, moi que j'avais utilisé quand j'étais dans l'opposition, où effectivement il faut toujours être extrêmement prudent avant de céder effectivement les bijoux de famille. Et là, il s'agit uniquement de céder des bijoux de famille pour se dégager des marges d'autofinancement, parce que l'utilisation également des cessions, en dehors du désendettement, doit servir plutôt à un investissement, on va dire, pragmatique, entre guillemets, c'est-à-dire l'entretien minima du patrimoine communal. Vous voyez qu'on n'est pas dans une situation extrêmement facile. On pourrait dire, on augmente massivement les impôts, je pense que vous ne seriez pas très contents. Alors ça, on aurait résolu nos problèmes. Il faut savoir que l'État aussi lorgne sur notre commune, parce que nous avons un système de reversement, comme nous avons des bases locatives extrêmement élevées. L'État fait des calculs en disant, vous avez des taux relativement faibles. En fait, le fait d'avoir des taux faibles, c'est quelque chose qui est volontairement choisi par les communes riches comme la nôtre, pour éviter que vous ayez des impôts qui soient absolument insupportables. Donc, je crois que si on veut garder une fiscalité raisonnable, nous ne sommes pas dans une période extrêmement vaste, il faut malheureusement arbitrer au plus fin, en cédant un certain nombre, effectivement, de biens, uniquement pour se dégager des marges de manœuvre, mais certainement pas pour faire des investissements qui sont inutiles. Et c'est vrai que c'est dangereux ce que vous dites, c'est vrai que cette politique de cession dure déjà depuis un moment, et moi je le regrette toujours. Maintenant, il y a d'autres communes où ça se passe aussi comme ça, et je crois que Alors, je crois que cette politique de cession, elle est aussi parallèle au fait que nous avons besoin de construire en raison de la loi SRU, et que de plus en plus de communes cèdent du patrimoine pour pouvoir construire sous la pression de cette loi qui est quand même une loi, je dirais, assez brutale pour une commune comme la nôtre. Je souhaiterais revenir sur la première question que vous avez déjà répondu tout à l'heure de monsieur, parce que ce document qui était fait allusion existe toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toutes les explications de données sur ce sujet, des 1275 €, l'impôt supplémentaire, etc. Et surtout c'est totalement faux, les impôts supplémentaires. Et également sur les 3 millions, on ne sait pas à quoi ils correspondent. C'est vrai qu'il y a également un document de 4 pages qui circulerait, mais dans la liste d'opposition, si je peux dire, il reste toujours ce papier qui continue à faire des politiques, à être convaincu. Qu'est-ce que vous allez faire, attendu que vous avez une nouvelle réunion le 28 de ce mois, que le lendemain, le 29, l'autre liste a une réunion à 3 jours du vote? Est-ce que ce document aura toujours la puissance qu'il a jusqu'ici dans les personnes qui... Alors, je veux dire, le problème, c'est que les éléments de cet ordre ne sont pas toujours aussi simples à expliquer que sur un double format A5 très coloré. Nous avons préparé un document de réponse. Maintenant, comme vous l'a expliqué Laure Pouzeau-Deschanel, c'est pas en un petit document de couleur comme ça qu'on peut répondre. Donc nous allons diffuser, qui est déjà présent sur notre site internet, un document de réponse. Nous allons également le diffuser dans la ville, puisque effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il faut apporter une réponse, et nous comptons effectivement bien diffuser ce document
Que ça soit bien. Excusez-moi, Oui. mais dans le document de captage, en particulier, vous expliquez toute votre démarche. Oui. Bon, mais ça n'intéresse personne, la démarche. Ça n'intéresse personne, la démarche. Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez fait, la remise en cause, la Non, mais c'est pas que justification, la les démarche. économies, etc. Non, mais c'est plus que la démarche, c'est les choses telles qu'elles sont. Moi, je vous pose juste une question simple, monsieur. Enfin, je crois que j'ai expliqué pas mal les choses, je peux bien répéter, il n'y a pas de souci. Quand on fait moins de dépenses, c'est le cas sur le projet, on est d'accord? On vous l'a expliqué. Non, mais je vous ai compris. Non, je pense que vous avez compris parfaitement. Ce que vous dites, c'est notre mode de communication. D'accord. Bon, C'est de convaincre la liste adverse que ce document-là, il ne faut pas qu'il le prenne en considération. et bien sûr. Alors, je pense qu'on avait, si vous voulez, on a pris le choix au début de la campagne. On a vécu quand même une campagne extrêmement dure. On s'est fait traiter, moi je me suis fait traiter de tricheur, enfin je parle, je laisserai de côté tout ce qui s'est passé, tous les attributs. Bon, on a choisi, nous, d'avoir une campagne professionnelle et de répondre sur le fond des sujets. Malheureusement, il est certain qu'un certain nombre de documents comme ça, sur les petits feuilles tricolorés, ont un impact, c'est certain. Maintenant, nous allons y répondre. Nous ne voulions pas, si vous voulez, et nous ne voulons toujours pas nous lancer dans une campagne qui soit une campagne délatoire. Et ça, vous avez pu constater quand même, on a commencé très fort. Enfin, pas de notre côté. Donc nous avons essayé quand même de rester au-dessus de la mêlée, et je vous l'ai dit, je vous l'ai écrit. Moi j'accepte les critiques, pas les insultes. Donc, partant de ça, il est certain que sur des tracts qui sont distribués comme ça, et bien effectivement, il faut qu'on réponde. On va répondre, hein, on a répondu par ce document, peut-être effectivement que, et justement je vous remercie de votre réflexion, il faut qu'on réponde de façon plus simple. Mais c'est assez difficile de répondre simplement sur des éléments qui sont relativement complexes. Surtout que je dois vous dire que pour arriver à trouver cette solution, nous avons quand même passé énormément d'heures de travail, d'essayer de retourner le projet dans tous les sens pour que les Loussiennois n'aient rien à payer et surtout pour que la recette soit préservée, avec des économies évidemment dans le budget de fonctionnement. Mais je crois qu'effectivement, il faut qu'on s'attelle très rapidement à une version light de notre explication. Et merci en tout cas de votre aide. Moi, je pense, ont tout à fait compris. Ah non. Alors, on va trouver un mode de communiquer plus simple. On va tâcher de communiquer plus simple. Mais je pense que quand même, la démonstration, vous l'avez comprise. C'est pas ici qu'il faut le comprendre. Non, mais oui. Alors, vous avez tous été ici, vous avez observé, communiquez aussi de votre côté, parce que je pense que c'est important. Et puis, nous allons aussi communiquer dans une version plus allégée. On ne peut le communiquer qu'à partir du moment où on a effectivement l'équivalent qui démontre que... D'accord. D'accord. On peut le distribuer. Et que vous pouvez distribuer. D'accord. Oui, Jérôme. Ce que j'entends en Philippe. Ah, excusez-moi. Dans cet esprit de simplification, est-ce que on peut vous arrêter de la négociation avec le promoteur? Oui. Est-ce que l'équipe concurrente peut encore prétendre remettre en cause? Non, c'est impossible. C'est ça qui me paraît. C'est impossible parce que tout est signé. Oui, La seule chose. Je suis posé dans le tract. Non, c'est totalement faux. Là, excusez-moi, je vais être obligé de le dire. Alors, je ne dis pas que c'est un mensonge. Comment on pourrait dire ça? C'est totalement faux. Non, mais on essaye quand même, non, parce que je n'aime pas. Je veux dire, on est parti dans des. Bon, c'est effectivement totalement faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'on a signé, tout est signé, et que le seul élément qui pourrait bloquer, c'est un recours sur un des permis de construire modificatifs, qui d'ailleurs, c'est même pas possible. Bon, alors, et voilà. Alors, sur le fait de la remise en cause, en novembre dernier, enfin en septembre, il y a eu vote en conseil municipal pour autoriser M. le maire à signer de nouveaux accords avec les partenaires.
promesse de vente, convention, projet urbain partenarial pour redéfinir le montant des nouveaux équipements publics tels que je vous les ai expliqués. Cette promesse de vente, elle engage les deux parties avec des conditions suspensives au profit du promoteur. Elles sont, sauf une, toutes levées. La seule qui reste à lever, c'est effectivement ce que disait Pierre-François, le recours sur le permis modificatif qui enlève, qui supprime le parking public, mais c'est le retrait administratif de l'État. Et ça, vous voyez ce que je veux dire. Et elle échoua au 15 février. Au 15 février, la vente est parfaite. Il y a juste un besoin de ce qu'on appelle une réitération des présentes, et ça se fera quand il y a un nouvel élu, il sera élu. Mais même si c'est M. Vanelbeck, il sera bien obligé de la signer. Il n'y aura pas le choix. Voilà. Donc c'est complètement bloqué, verrouillé. Oui. C'est verrouillé. Oui, c'est un argument supplémentaire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans ce tract, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui sont fausses. Voilà. Mais vous pouvez le dire. Ils ne sont pas exacts. Alors, non, cela dit, nous comptions ce soir vous présenter, nous l'avons présenté. Maintenant, la suite, c'est effectivement la distribution de ce mémoire. Maintenant, on va faire une distribution allégée pour effectivement expliquer tout ça. Sans polémique, simplement dire... Sans polémique, oui, sans polémique. En tout cas, je crois que ce qui est important aussi, parce qu'à Lucienne, beaucoup de choses se passent par contact, par échange, c'est que vous ayez aussi, vous allez avoir cet élément-là à votre disposition, c'est que vous ayez aussi, que vous en parliez aussi autour de vous, parce qu'on ne peut pas rester dans des choses dites qui sont fausses. Voilà. Oui. Le micro. Le micro est là. Ah. Voilà, on va commencer par monsieur, puis après je vous passe le micro. Tout à l'heure, au niveau finance, on a parlé de communauté d'agglomération. Oui. Je n'ai pas retenu, j'ai vu qu'il y avait des villes comme Chambourcy. Oui. Chambourcy, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on était associé avec ce genre-là. Oui. Communauté d'agglomération. Oui. Alors, monsieur dit, il parle donc de la communauté d'agglomération. Pourquoi est-ce que nous sommes, nous, avec des communes comme Chambourcy? Oui, cette communauté d'agglomération va engager certainement des frais qui vont être répartis entre toutes les communes. Oui. Et j'ai entendu récemment à la radio que Saint-Germain avait un incinérateur peut-être des millions d'euros qui avait été financé par des prêts suisses. Et que la dette de 50 millions passait à 80 millions. Alors, effectivement, nous sommes en communauté d'agglomération avec l'agglomération de Saint-Germain-Celle-les-Forêts. Cet incinérateur, alors c'est vrai qu'on n'en ait pas posé la question à notre sénateur qui est président du CITRU, qui aurait pu nous expliquer ça plus en détail. Actuellement, nous n'avons encore rien finalisé dans la communauté de communes. Il faut savoir deux choses, c'est que d'une part, nous sommes en communauté d'agglomération depuis le 1er janvier 2015, que cette communauté d'agglomération est au début, qu'elle va être ensuite amenée à fusionner vraisemblablement avec la communauté des boucles de la Seine, notamment avec des villes comme Sartrouville, enfin je parle de Croissy, Sartrouville. On se lance dans une... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas forcément... On est obligé de le faire. C'est-à-dire, c'est une directive de l'État. On est obligé de partir dans ces grandes intercommunalités. Ces grandes intercommunalités, c'est un peu un gros puits. Il faut être extrêmement vigilant. Pas sans fond, mais extrêmement vigilant. On n'a pas le choix. On a été amené à choisir l'année dernière sur une appartenance à soit la communauté de Versailles, soit la communauté de Saint-Germain. La ville de Lucienne avait choisi Saint-Germain-Celle-les-Forêts. On était parti dans une petite communauté d'agglomération qui comptait 10 villes et puis 105 000 habitants. Or, l'État veut des communautés d'agglomération qui dépassent les 200 000 habitants. Donc, on était trop petits. Donc, du coup, le préfet nous a mariés en quelque sorte. J'ai vécu pendant ces mois-là, on va dire, les prémices du mariage, avec tout ce que ça implique.
notamment de savoir aussi si, vous savez que dans une communauté d'agglomération, la commune délègue un certain nombre de ses compétences, et que nous avons des compétences obligatoires, des compétences facultatives, et qu'il y a à un moment un certain nombre de compétences que l'on doit transférer. Par exemple, pour vous donner un exemple, la ville, nous, les compétences transférées, les compétences obligatoires, c'est le développement économique. Il y a une compétence que les villes n'ont pas voulu transférer, et fort heureusement, c'est l'urbanisme, notamment le plan local d'urbanisme. Donc vous voyez que l'intercommunalité, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, en termes, on va dire, de mutualisation de certaines choses, mais aussi de très dangereuses. Et vous soulevez effectivement ce problème. Alors, nous n'avons pas... Alors, je viens d'apprendre, effectivement, comme vous, on en a discuté, qu'il y a un problème d'emprunt au niveau donc, de cet incinérateur. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe pour la bonne raison que nous ne sommes pas actuellement, nous ne nous réunions plus en intercommunalité, en comité d'agglomération. Les sièges de nos sièges sont vides. Donc actuellement, tout se passe sans nous. Et on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est arrêté. Ouais, c'est arrêté. Donc toute cette histoire, on va voir exactement. Je ne connais pas encore la position de mes collègues des autres mairies, mais il est certain que ça va être certainement tendu avec la ville de Saint-Germain-en-Laye. Alors je pense que l'incinérateur aussi a dû être financé par un syndicat intercommunal, et que là aussi, nous avons des implications plus ou moins importantes dans ces syndicats intercommunaux. Mais c'est certain qu'il va falloir défendre on va dire son IFEP pour éviter avoir trop à payer. Alors j'ai pas calculé, on n'a pas calculé le retentissement, hein, mais... Parce que vous parlez du budget de la commune. Oui. C'est pas suffisant, finalement, il faudrait aussi parler du budget. Alors, le budget d'intercommunalité, actuellement, vous avez totalement raison. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on est actuellement à la naissance de cette communauté d'agglomération. Donc il n'y a pratiquement rien dans le budget d'intercommunalité. C'est dérisoire. Pourquoi aussi on est passé d'intercommunalité à communauté d'agglomération? C'était pour des raisons aussi économiques, puisqu'on récupérait une certaine dotation du gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle on nous a pressé, notre président, qui est le maire de Marly, Jean-Yves Perrault, nous a pressé de passer en comité d'agglomération. De toute façon, l'État nous est obligé, et ça nous permet cette année, en 2015, de récupérer un certain nombre de dotations. Donc cette année, c'est une opération qui n'est pas une opération douloureuse pour la ville et qui ne coûtera rien. Mais il faut effectivement être extrêmement prudent par la suite. Parce que je vais vous parler, pour vous donner un exemple tout à l'heure, Pascal Hervier vous a parlé de la commission d'évaluation des charges transférées. Eh bien, il faut savoir que c'est donc l'intercommunalité qui touche les recettes des taxes qui sont la cotisation foncière des entreprises, équivalente de la taxe foncière, de la taxe professionnelle antérieure, et la reverse. Mais il faut faire une évaluation. Alors, il y a de ce que l'on va toucher et de ce que... Prenons par exemple le cas de Villevert. Actuellement, il faut donc qu'on fasse une évaluation sur ce qu'on va mettre éventuellement sur Villevert et quels vont être les revenus générés par le site de Villevert. Et c'est pas si évident que ça de tomber sur le bon chiffre, alors qu'on ne sait pas exactement encore ce qui va se passer là-bas, en termes de façon précise. On sait que ça sera un projet avec du commerce, des bureaux et un peu de logement, mais on ne sait pas exactement. Donc là, on est dans une période d'évaluation. Vous voyez que l'intercommunalité, la communauté d'agglomération, c'est quelque chose, on va dire, d'obligatoire, on va dire un petit peu de délicat, et auquel il faut vraiment s'atteler. Il faut qu'on ait une véritable politique extrêmement prudente. Alors on peut dire, moi l'interco, j'en veux pas. Hein. Moi, les opposants, ils disent non, l'interco, moi j'en veux pas. Monsieur Van Holbeck, en dernière commission d'intercommunale, il n'a pas voté, il n'a pas participé au vote, c'était seul d'ailleurs. Il a dit, non, quand on lui a demandé pourquoi vous avez fait ça, il a essayé une affaire, c'est vous, c'est moi. Bon, peu importe. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'intercommunalité. Il faut être prudent, mais il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus par les autres. Parce qu'il y a un moment où, une fois qu'on aura défini les revenus de Lucienne qui sont reversés par l'intercommunalité, après ça deviendra pérenne. Et on a, nous, en fait, on va dire une communauté pas d'intérêt, mais un peu la même façon de voir les choses. Il y a une ville qui, comme nous, a une zone en potentiel de développement déjà pas mal développée, c'est Chambourcy. Donc en intercommunalité, on a souvent, on va dire,
une convergence de vues, moi je l'ai vu avec le député maire de Chambourcy, Pierre Morange, avec lequel je m'entends bien, qui a un peu les mêmes problèmes que nous, avec toute cette zone d'activité que vous connaissez à Chambourcy, où il y a Casto, enfin tout ce qui a été refait. Et lui, il va falloir qu'il défende son beefsteak, parce que l'intercommunalité va lui devoir le reverser également, quand même une somme conséquente. Il ne faut pas se faire avoir là-dedans. Je vais vous donner un autre exemple. C'est par exemple Saint-Germain-en-Laye qui a une piscine. Une piscine, ça coûte très très cher comme équipement. Et alors la piscine, l'intercommunalité, il va falloir qu'on se défende pour dire, nous, on ne veut pas tous payer pour la piscine de Saint-Germain. Vous avez des équipements qui coûtent cher, et il est certain que certaines communes ont tendance à vouloir les faire payer par les autres. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez délicat. Je peux vous dire que tous les lundis, depuis que nous avions été élus, je passais les matinées en tant que vice-président de l'intercommunalité, en charge aussi du développement économique, à Saint-Germain-en-Laye, justement, pour discuter de tout ça. Et c'est là où les bons rapports particuliers, les bons rapports avec le président de l'intercommunalité, Jean-Yves Perrault, avec lequel l'AMDIL entretient maintenant de bons rapports, sont très précieux. Parce que c'est effectivement des négociations, ce sont des négociations, et c'est effectivement quelque chose d'assez délicat à faire. Il faut être très ferme pour ne pas que Louvciennes soit pénalisée dans cette affaire. Maintenant, l'interco est obligatoire. Et alors, c'est vrai qu'on a une superposition des strates, pour parler plus largement. On avait, le gouvernement de Sarkozy voulait supprimer le Conseil général et fusionner le Conseil général et le Conseil régional en Conseil territorial, avec les intercos. Là, on a toutes les strates. On a toutes les strates, on a un super millefeuille, Conseil général, Conseil régional, enfin, intercommunalité, Conseil général, Conseil régional, enfin bon, et ce qui effectivement a un coût, c'est certain. Donc, je pense qu'on va aller vers une rationalisation de tout ça. Alors après, ce sont des décisions politiques. Vous avez vu tout à l'heure Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, on espère qu'elle va gagner le Conseil régional. Les élections nationales ne sont pas pour tout de suite. Quelle va être la position du gouvernement de l'exécutif actuel dans une situation quand même économique qui est très très préoccupante. Vous voyez, et puis effectivement, on essaye actuellement de réduire les charges de l'État, de réduire le fonctionnement des différentes strates aussi. Voilà. Donc c'est pas si évident que ça. En tout cas, ce que je pense, c'est que pour ce qui est de l'intercommunalité, il faut se dire, on est dedans, on est actif, on y reste, et on travaille avec les autres. On s'isole pas. Parce que sans ça, après, ils font sans nous, et c'est nous qui perdrons nos ressources. Ah oui, Laurence, qui est notre chargée de communication, m'a fait remarquer, et à juste titre, que la page centrale de notre programme résume le problème, résume les éléments déclenchants. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a fait ça. J'avais vu, on est bien d'accord, mais il faut un petit papier comme ça. Il dénonce. Alors, en attendant, on avait fait ça volontairement. Oui, j'ai à la lecture de ce document, la première fois, j'ai cru comprendre que André Van Lembeck avait signé un contrat faramineux avec un promoteur. Ce contrat était bouclé. C'était une fortune pour Louvciennes, et que tu as volontairement rompu ce contrat pour permettre de donner un cadeau aux Louvciennes. La réalité, si j'ai bien compris, c'est que ce contrat n'était pas bouclé. Parce que sinon, mais non, il n'y avait aucun contrat bouclé. Donc on n'aurait pas pu revenir dessus, donc il n'était pas bouclé, contrairement à ce qu'il dit. Deuxièmement, c'est pas un cadeau pour le promoteur, c'est pas comme qui a rompu, mais c'est les promoteurs qui sont venus en dans de meilleures conditions parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Est-ce que ça, c'est. Ben oui, bien sûr. Ça, il faudrait que tu l'expliques. Parce que nous avons même une lettre des promoteurs qui énonce ces éléments-là. Bon. Mettez-la. D'accord. ça paraît important que tu le précises. Ben, écoutez, Les rougements d'enfants. moi j'espère avant que vous alliez au bar que il y a encore des rougements d'en bas. Voilà. Avec une question très rapide. D'accord. Je suis luxembourgeoise depuis 1985. Je suis en rupture sociale totale et je n'arrive pas à avoir une HLM à Louvciennes alors que je suis revenue prioritaire et urgente depuis 2010. Donc ça fait 5 ans. On m'envoie
à Bougival, dans une cité HLM de 490 appartements. J'ai 2 enfants de 9 et 11 ans et on me dit que là-bas il y a de la drogue, de l'alcool et que ça brûle. Ah non. Alors pourquoi ne me lancerons pas à l'UCL? Il y a quand même des HLM. Donc je ne comprends pas. Ça c'est ma première question. Deuxième chose, j'entends pas vous dire qu'il y a mixité et diversité, je m'en félicite. On est une commune ouverte à l'étranger. Je suis moi-même de double nationalité. Alors, ce qui me dérange en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que cette campagne prend un tournant complètement dans l'agressivité. Oui. Je suis outrée. Je suis même choquée. Des enfants à l'école des Soudanes, je reçois des mails d'insultes vous concernant, venant de directeurs qui remontent à des calendes grecques. Et en plus, il y a là-bas un problème dans l'école des Soudanes qui est récurrent. Et ma fille a des problèmes de santé. Et on dit que c'est de votre faute. C'est ce que j'ai entendu, je l'ai même entendu aujourd'hui. On m'a dit que c'était de votre faute, de votre équipe, parce que vous n'aviez pas fait le nécessaire. Alors, quand on a eu 8 ans avec un autre maire et d'autres élèves qui ont été également malades. Alors là, vous avez effectivement de la désinformation. C'est la désinformation parce que le problème dans l'école des Soudanes, c'est très simple, c'est un problème qui dure déjà depuis longtemps. C'est un problème de... Alors, moi, on m'a demandé, on est intervenu de façon très proactive là-dessus, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont eu des symptômes, y compris la vôtre. Donc moi, on est intervenu tout de suite, on a saisi l'Agence régionale de santé, on a saisi la médecine scolaire, l'inspection académique, et je veux dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'école. Alors, on ne peut pas nous accuser en dire que c'est notre faute, c'est un problème très ancien qui n'avait pas été traité comme il faut. Alors, je pense qu'il y a de la désinformation. Actuellement, on assiste à une campagne où c'est Arros-sur-Gare, sur Ozon, sur Lucienne demain. Je pense que c'est pas sain. Je pense que c'est malsain. Je pense qu'il ne faut pas utiliser les problèmes à des fins politiciennes. J'aurais pu, en parler aujourd'hui, j'aurais pu très bien dire aussi, finalement, rien n'a été fait avant, c'est de leur faute. On ne va pas passer de temps à nous renvoyer la balle. Je pense que les parents d'élèves et les délégués de parents d'élèves sont particulièrement conscients de ce qu'on a fait et on a été totalement transparent là-dessus. Donc, actuellement, nous suivons ça de plus loin, puisque nous n'avons pas possibilité d'avoir des contacts avec les employés municipaux. Voilà. Simplement, il y a des capteurs. Je sais qu'il y avait une suspicion d'intoxication par l'hydrogène sulfuré. On a fait mettre des capteurs. On a fait venir la CVS pour mesurer déjà. Ensuite, mettre des capteurs. Je ne connais pas les résultats des mesures. En tout cas, je sais que les parents m'en avaient saisi et qu'on a réagi tout de suite. Et d'ailleurs, dans une lettre qu'on m'avait fait parvenir, que les parents avaient passée, ils ont reconnu eux-mêmes qu'on avait été quand même très actifs. Donc de ce côté-là, je vais vous dire, moi ma conscience est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas continuer. Il y a des gros travaux à faire. Alors, on parle justement de l'entretien de base. Il y a des gros travaux à faire. Il y a un vide sanitaire en dessous de l'école des Soudanes où s'accumulent des gaz. Et ces gaz étaient remontés vraisemblablement par une évacuation qui va vers le toit. Et quand on a fait boucher l'évacuation, ça sentait beaucoup moins. Mais il y a un gros problème d'évacuation, mais les enfants ont encore des symptômes. Donc il faut poursuivre cette école. Alors, pour ce qui est de votre question sur le logement social, sachez que Florence, qui est donc maire adjoint en charge de l'action sociale, a beaucoup travaillé sur les logements sociaux. Nous avons aussi la chance d'avoir ce soir avec nous Nathalie, qui est la maire adjointe en charge du social à Bougival. Et voilà. Donc je crois que vous avez tous les interlocuteurs pour vous permettre de leur poser des questions. Peut-être que tu veux répondre, Florence, ou vous faites ça, peut-être si c'est un problème perso, de façon... D'accord, je laisse... Sur le général, il faut savoir qu'à Lucienne, il n'y a que 166 logements sur lesquels la mairie a un pouvoir d'attribution. Ces 166 logements, ils sont bien sûr occupés. Et pour vous donner une idée, en 9 mois, il n'y a eu que 7 mouvements. Donc, il y a très très peu de mouvements. Donc, quand un logement se libère, moi je fais établir des critères pour de priorité et donc un certain nombre de dossiers. Donc, les listes ne sont plus, effectivement, ont été modifiées parce que les critères n'étaient pas très
on ne comprenait pas très bien dans quel sens il fonctionnait. Mais avec ce petit taux de renouvellement, on ne répond qu'à très peu de demandes. Il faut savoir qu'on a 200 dossiers en attente et qu'on a des dossiers qui arrivent chez les bailleurs sociaux qui ne viennent pas de Bruxelles. Donc en fait, on est tout petit à l'intérieur. Donc nos prioritaires, il faut à peu près 4 à 5 ans pour qu'ils aient une attribution qui leur correspond. Donc c'est, voilà. Et autre phénomène, comme l'État a été attaqué sur le fait que les logements sociaux, le temps d'attente était trop important, il a accéléré l'accès par la procédure dite d'allogement, qui passe par la préfecture, où là, la préfecture doit, dans les 6 mois, en fait c'est entre 6 mois et 1 an aujourd'hui, proposer un logement à la personne. Et comment elle fait, la préfecture, pour qu'il y ait des logements qui soient libérés? Eh bien, elle s'impute sur les logements sociaux existants. Elle n'a pas de nouveaux logements sociaux, elle ne les sort pas de son chapeau. Donc en fait, on crée des systèmes différents, avec des noms différents d'attribution prioritaire, mais en réalité, on est toujours sur le même parc locatif. Il n'a pas grandi. Donc, d'où la durée des procédures. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement être très strict dans le suivi des dossiers et surveiller les critères d'attribution. Et alors, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est rencontrer tous les bailleurs sociaux de façon à attirer leur attention. Mais il faut savoir que, je vais vous donner un exemple, même un logement d'urgence pour quelqu'un, moi j'ai été confrontée à des dossiers de violence conjugale. Donc, femme dehors avec des enfants, donc là on est vraiment dans l'urgence urgente, et bien même pour ça, le département des Yvelines n'est pas capable de vous donner une réponse dans les 24 heures. Ils vous disent quelques semaines. Voilà, donc c'est la situation. Donc, bon, voilà. Voilà, donc ça c'est l'un de mes chevaux de bataille au sein de la mairie. Je veux un logement d'urgence à Lucienne pour les cas précisément de quelques semaines, mais quelque chose qui permette de loger, de ne pas laisser dehors ou de ne pas envoyer à l'hôtel les gens qui sont dans une situation ponctuelle. Bon, écoutez, j'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous posiez. Alors, vous aurez l'occasion à nouveau de vous exprimer mercredi prochain, même endroit, même heure. Et mercredi prochain, nous serons à 4 jours du 1er février, jour des élections, un enjeu majeur pour notre commune. Alors, le 1er février, allez voter. Si vous n'êtes pas présent, donnez procuration. Le 1er février, je ne peux vous engager qu'à voter pour Lucienne demain, pour prolonger, on va dire, et pour nous permettre de nous donner les moyens de continuer notre action. En tout cas, merci, et je vous invite